Bonjour et bienvenue à tous les passionnés d'exploration spatiale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui fascine l'humanité depuis des siècles. Quand on regarde Mars, notre voisine toute rouge et poussiéreuse, on a l'impression d'un désert gelé, et ce depuis la nuit des temps. Et pourtant, si je vous disais que sous cette surface aride se cache une histoire complètement différente. L'histoire d'un monde qui a connu l'eau, avec des rivières puissantes et de vastes lacs. Voilà, la grande question, n'est-ce pas? Absolument toutes les missions, chaque rover qu'on envoie là-bas, chaque analyse de données, tout ça c'est pour tenter d'y répondre. Parce que, soyons clairs, si Mars a vraiment eu de l'eau liquide et sur de longues périodes, alors ça ouvre la porte à une possibilité juste vertigineuse, celle d'une vie extraterrestre. On va donc se lancer dans une véritable enquête scientifique et la mener ensemble, pièce par pièce. Alors voilà notre plan d'enquête. D'abord, on va poser l'énigme de Mars. Ensuite, on examinera 2 indices capitaux découverts par nos détectives robotisés. Après ça, on rassemblera toutes les pièces du puzzle pour brosser un portrait global de l'eau martienne. Et enfin, on abordera la question ultime, la quête de la vie. Bon, alors allons-y. Le Mars d'aujourd'hui, c'est un monde plein de contradictions. La surface est sèche, glaciale, bombardée de radiation, vraiment pas accueillante. Et pourtant, partout où on regarde avec nos sondes, on voit des traces, des sortes de fantômes d'un passé humide, des lits de rivières asséchés, d'immenses plaines qui ressemblent à s'y méprendre à d'anciens fonds océaniques. Comment est-ce possible? Comment concilier ces deux visages de Mars? Pour résoudre ce mystère, la NASA a envoyé 2 de ses meilleurs agents. Pensez à eux comme des géologues de terrain, des enquêteurs infatigables. On a d'un côté Perseverance, dans le cratère G0, et de l'autre son grand frère, Curiosity, dans le cratère Gale. Chacun a sa propre mission, ses propres outils, mais ils partagent un seul et même objectif, suivre la piste de l'eau. Commençons avec l'indice le plus récent, et franchement, c'est assez spectaculaire. Il nous vient de Perseverance, qui a une capacité un peu spéciale. Il ne se contente pas de regarder la surface, il peut voir ce qu'il y a profondément sous ses roues. Alors, Perseverance a atterri dans le cratère de Jezero en 2021 et ce n'est pas un hasard. Les scientifiques étaient déjà quasi certains que c'était le site d'un ancien lac. Pour en avoir le cœur net, le rover est équipé d'un instrument vraiment révolutionnaire, le RIMFAX, son radar qui peut voir à travers le sol. Comment ça marche ce truc ? C'est assez simple en fait. Le RIMFAX envoie des ondes radar dans le sol. Ces ondes rebondissent sur les différentes couches de roches, de sédiments et reviennent. Ça crée une image de ce qui se cache là-dessous. C'est littéralement comme faire une échographie du sous-sol de Mars. Juste avant de vous révéler la découverte, un petit rappel sur ce qu'est un delta. Pensez au delta du Nil sur Terre. C'est cette accumulation de sable, de boue que la rivière dépose quand elle arrive dans un grand lac ou dans la mer. Et pour les géologues, ces couches de sédiments sont de véritables archives du passé. Et voilà le résultat. En utilisant son radar, Perseverance a découvert non pas un, mais plusieurs empilements de couches de sédiments. Le tout forme un immense delta de rivière, mais un delta complètement enfoui. Le détail qui tue, c'est que cette structure est cachée sous le plancher du cratère qu'on voit aujourd'hui. Et l'âge de cette structure, c'est juste hallucinant. Les données pointent vers environ 3,7 milliards d'années. C'est bien plus vieux que le delta qu'on voit à la surface, celui que le rover est en train d'étudier. La conclusion est incroyable. Mars aurait connu au moins 2 grandes périodes humides, séparées par de très longues périodes de sécheresse et d'érosion. L'histoire est bien plus complexe qu'on ne le pensait. Ok, passons maintenant à notre deuxième détective, Curiosity, et voyons comment ses propres indices s'intègrent dans le tableau. Lui, il est à des centaines de kilomètres de là, dans le cratère Gale, et il a trouvé un tout autre type de preuve, en analysant directement les roches à la surface. Et Curiosity a trouvé des choses fascinantes. D'abord, des textures dans les roches qui montrent que d'anciennes dunes de sable ont été complètement saturées d'eau souterraine. Imaginez une plage gorgée d'eau. Ensuite, il a trouvé des formations minérales étranges, des motifs en forme de polygones qu'on appelle boxwork. Ce genre de structure ne peut se former que si de l'eau s'infiltre dans les fissures de la roche et y dépose des minéraux, et ce pendant très longtemps. Ce que ça nous dit, c'est énorme. Ça veut dire que l'eau sur Mars, ce n'était pas juste des rivières ou des lacs éphémères. Il y avait aussi des nappes phréatiques de l'eau souterraine qui a pu rester liquide bien plus longtemps parce qu'elle était protégée des conditions difficiles de la surface. D'accord, on a donc 2 séries d'indices, de 2 endroits très différents. Maintenant, il est temps d'assembler les pièces du puzzle et de voir ce que ça donne. Quand on met tout ça côte à côte, on voit à quel point les 2 missions sont complémentaires. C'est génial. À J0, Perseverance regarde en profondeur avec son radar et trouve l'histoire d'un grand lac et d'une rivière. À Gale, Curiosity lit les roches en surface et trouve l'histoire d'une eau souterraine qui a duré très longtemps. Et c'est ça le point absolument crucial. On a 2 méthodes différentes dans 2 endroits totalement séparés qui nous amènent à la même conclusion, une conclusion inévitable. L'eau n'était pas un petit événement ponctuel sur la jeune Mars, c'était un élément fondamental de son paysage, aussi bien en surface que sous terre. La planète rouge, à une époque, était une planète bleue.
Et ça, bien sûr, ça nous amène logiquement à la partie la plus excitante de toute cette enquête. Si Mars avait toute cette eau, qu'est-ce que ça implique pour la possibilité de la vie? C'est un peu le mantra de tous les scientifiques qui cherchent la vie ailleurs. L'eau liquide, c'est le seul ingrédient qu'on connaisse qui soit absolument indispensable à la vie, du moins la vie telle qu'on la connaît. En prouvant qu'il y a eu de l'eau durable sur Mars, on a coché la case la plus importante de la liste. Mais on ne se contente plus de chercher, on passe à l'action. Persévérance a aussi un rôle de collectionneur. Il fore des carottes de roche, des échantillons qu'il juge intéressants, et il les scelle dans des petits tubes. L'un d'eux, surnommé Cheyava Falls, est super prometteur parce qu'il est riche en silice, un minéral qui, sur Terre, est connu pour être excellent pour préserver les microfossiles. Et le plan pour les ramener sur Terre est digne d'un film de science-fiction. C'est une mission en plusieurs étapes. Persévérance dépose les tubes sur le sol. Dans quelques années, une autre mission viendra les chercher, les placera dans une mini-fusée qui décollera de Mars, une première historique, puis un vaisseau viendra les cueillir en orbite pour le long voyage de retour. L'enjeu il est tout simplement monumental. Si dans ces roches, les scientifiques trouvent des preuves de vie, même une vie microbienne fossilisée, ça voudra dire que la vie n'est pas un miracle unique à la Terre. Ça voudra dire que l'étincelle de la vie a jailli 2 fois, dans un seul et même système solaire. Imaginez juste les implications. Et c'est sur cette question vertigineuse qu'on va se quitter. Si des organismes ont vraiment nagé dans les lacs martiens il y a des milliards d'années, à quoi ressemblaient-ils? Avaient-ils un ADN? Ont-ils évolué? C'est le grand mystère que ces petits bouts de cailloux qui attendent sagement sur Mars pourraient un jour nous aider à résoudre.